Bonjour à tous. Alors, je commence par remercier évidemment l'ICES, Mathieu Grand-Pierron et les organisateurs de ce colloque pour m'avoir proposé d'y intervenir. Donc, j'ai un PowerPoint qui est en anglais, mais donc je vais faire la présentation en français. Alors, à l'origine, je comptais effectivement parler de BRICS versus Occident, mais vu l'accélération des événements depuis 15 jours autour du dossier ukrainien, je me suis permis, avec l'accord du président, de recalibrer la présentation sur ce qui se passe depuis 15 jours autour du dossier ukrainien, et notamment de revenir sur tout l'appareil, j'allais dire, du récit et tout le narratif que les Russes ont développé depuis plusieurs années maintenant, dans ce contexte de confrontation avec les Occidentaux, avec deux constructions géopolitiques, ce qu'on appelle en Russie l'Occident collectif, et depuis plus récemment le concept de majorité mondiale, qui sont vraiment deux thèmes récurrents dans le discours officiel russe, et qui coexistent très bien d'ailleurs. Alors le premier, sur l'Occident collectif, en fait, est apparu au cours des années 2010. Poutine revient au Kremlin en 2012, les choses, comment dirais-je, le contexte se dégrade encore plus entre Russes et Occidentaux sur fond de printemps arabe, de Syrie, puis après 2014, Maïdan. Et on voit monter en puissance ce narratif, ce récit, cette construction géopolitique sur l'Occident collectif qui, à l'origine, pour les Russes, n'est pas nécessairement collectif. Je rappelle que dans les années 2000 et encore, même les années 90, mais les années 2000, les Russes font la distinction entre l'Union européenne, entre l'OTAN, entre leurs relations bilatérales avec les États-Unis, sur fond de dégradation, de hiatus, on va dire, de griefs qui s'accumulent, de non-dits qui s'accumulent. Hein, on ne va pas refaire l'histoire, mais au cours de ces deux décennies, années 90 et 2000. Et finalement, tout en comprenant bien que l'expansion de l'Union européenne d'un côté et l'expansion de l'OTAN de l'autre, finalement, vont un petit peu de pair, hein, vont un petit peu en tandem quand on regarde les différentes vagues d'élargissement qui ont eu lieu dans les années, à la fin des années 90 et puis dans les années 2000, comprennent bien que finalement il y a une espèce de tandem qui s'est créé, mais ils font encore la différence avant cette décennie des années 2010 où ils décident d'amalgamer un peu le tout et de dire bon ben c'est l'Occident collectif, sous-entendu quelque chose qui a quand même une vocation assez hostile et qui en 2022 devient donc officiellement un ennemi dans le cadre de cette guerre en Ukraine. Alors, sauf que ce qu'on voit depuis 15 jours, c'est là que c'est intéressant, c'est que cet Occident est un petit peu moins collectif. Vu les prises de position de Trump, complètement à 180 degrés de beaucoup de choses, donc forme de découplage, alors c'est un peu tôt pour parler peut-être de découplage, mais en tout cas un fossé qui se creuse de part et d'autre, enfin dans l'Atlantique, d'une part, et d'autre part en Europe même, là aussi, un petit peu moins d'Occident collectif, puisqu'on voit en Europe des pays qui sont plutôt sur le portage de Trump, la Hongrie, Fico en Slovaquie, certains qui sont plutôt attentistes et qui attendent le moment opportun pour vraiment se retourner, l'Italie de Meloni par exemple, etc. Et puis les autres qui restent sur le portage que l'on connaît depuis 2022, pour pas dire avant, à l'égard de cette guerre en Ukraine, donc Macron, les Britanniques, etc., qui sont... et donc là, on voit vraiment un Occident fragmenté, un peu moins collectif. Alors, comme ça avance, je poursuis sur cette idée d'Occident collectif. Néanmoins, au sein de cet Occident collectif qui a tendance à se fragmenter, mais depuis vraiment quinzaine de jours, hein, les Russes font quand même la distinction à l'intérieur entre différents acteurs. D'abord, quand on écoute les discours des officiels russes, que ce soit Poutine ou les autres, et puis quand on voit même certains textes officiels, on constate qu'il y a une notion de distinction entre les gouvernements qui sont clairement considérés par les Russes comme hostiles, voire ouvertement ennemis. Vous savez, quand on a en Russie la distinction depuis 2022 entre les pays amicaux et les pays inamicaux, d'une manière générale, ça c'est pour la planète, je ne rentre pas trop dans le détail parce qu'il y a une communication à ce sujet cet après-midi, mais à l'intérieur des pays dits inamicaux, c'est-à-dire les pays qui livrent des armes à l'Ukraine, donnent de l'argent à l'Ukraine et appliquent les sanctions contre la Russie, les Russes, dans le discours tout du moins, font la distinction entre les gouvernements, donc considérés comme hostiles, et les peuples. Et je me souviens de déclarations de Poutine, notamment en marge du forum de Valdai, qui est un grand rendez-vous annuel de think tankers,
qui expliquait que de toute façon les Russes sont prêts à travailler avec les Occidentaux, mais avec ceux qui sont, comment dirais-je, ouverts et disposés à travailler avec la Russie, sous-entendu pas les gouvernements, mais qu'au sein de chaque pays, il y a des forces, comment dirais-je, des courants qui sont en ce moment en sommeil, mais qui seront prêts le moment venu, en tout cas avec qui on pourra repartir. Alors il ne dit pas sous quelle temporalité, hein, mais là il y a un élément de distinction qui a été introduit dans le récit. Le deuxième élément, c'est que dans cet Occident collectif, les Russes font aussi la distinction entre les acteurs qui sont des sujets, donc qui ont cette capacité à impulser un agenda et à l'assumer en quelque sorte, et ceux qui sont plutôt des objets, c'est-à-dire qui subissent les agendas et sont contraints dans leur politique par les autres, ceux qui sont donc les premiers. Et évidemment, dans cet Occident collectif, les Russes considèrent que le maître dans la forêt, comme on dit en russe, ce sont les États-Unis, et que c'est eux qui ont établi un protectorat politico-militaire sur l'Europe via l'OTAN, etc. Et finalement, les Européens sont plus des objets que vraiment des sujets de relations internationales. Et il y a un épisode qui avait beaucoup défrayé la chronique dans la grande presse fédérale russe. Je me souviens, c'était en 2020, lorsque Trump déchire l'accord sur le nucléaire iranien, conclu en 2016, et restaure les sanctions américaines contre l'Iran. Sauf qu'entre-temps, vous aviez des dizaines de sociétés européennes qui étaient retournées en Iran pour conclure des contrats, donc Airbus, Peugeot, etc., pour retourner sur le marché iranien. Et du jour au lendemain, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent tous, parce qu'ils ont la trouille des sanctions américaines. Et là, les Russes disent, mais regardez, vous n'êtes pas du tout souverain, faites pas ce que vous voulez, vous vous faites rattraper par la patrouille et vous partez tout de suite. Et ça a donc alimenté ce discours sur l'Occident collectif, mais bon, un Occident un petit peu évidemment à deux vitesses. D'ailleurs, c'est un récit, je parle de l'Iran, qui s'est plutôt modestement exporté, puisque alors évidemment Loukachenko, le président biélorusse, utilise le terme abondamment d'Occident collectif. Hein. Il a repris vraiment à son compte ce récit russe à l'origine sur l'Occident collectif. Je crois même l'avoir vu, alors je ne maîtrise pas le farsi évidemment, mais dans les agences de presse officielles iraniennes en anglais, où on parlait aussi d'Occident collectif. Et je ne serais pas surpris que certains dirigeants africains le reprennent aussi à leur compte. Donc c'est un récit qui ruisselle un peu et qui, jusqu'à un certain point, peut marcher auprès de pays qui sont évidemment dans des relations de confrontation avec les Occidentaux. Troisième élément de distinction dans cet Occident collectif, l'approche civilisationnelle. Alors ça, quand vous prenez la dernière version du concept russe de politique étrangère, hein, qui a été publié en 31 mars 2023, il y a bientôt 2 ans, les Russes ils déploient une approche civilisationnelle des affaires du monde, entre autres. Hein. Il y a plusieurs concepts qui sont discutés, qui sont exposés, pardon. Et dans cette approche civilisationnelle qui se télescope avec l'approche universaliste qui est celle des Occidentaux, hein, diffusion des valeurs universelles, etc. Bon, eux, ils sont plutôt sur une approche qui est présentée comme civilisationnelle. La Russie est présentée dans ce texte comme un État civilisation, ce qui la rapproche un peu plus des mondes orientaux que du monde occidental. Là aussi, c'est une façon d'introduire une distinction supplémentaire, parce que l'État-civilisation, c'est un concept qui a été élaboré à la London School of Economics il y a un peu plus de 10 ans, pour décrire la Chine, l'Inde, hein, donc des États avec une histoire millénaire, enfin un côté vraiment civilisationnel très marqué, avec une langue, religion, étendue territoriale. Enfin, il y avait un certain nombre de critères qui étaient retenus par les chercheurs qui ont élaboré ce concept. Et donc, les Russes le reprennent à leur compte, en quelque sorte, et développent cette approche civilisationnelle. Et ils en tirent une conclusion dans ce raisonnement sur l'Occident collectif, c'est que l'Occident, certes, est collectif, avec les petites nuances que j'ai commencé à introduire, mais au sein de cet Occident collectif, il y a un couple qui est vraiment moteur, c'est l'anglosphère. Et là, ils reprennent à leur compte aussi cette théorie de l'anglosphère, hein, donc vraiment de connivence, on peut dire, entre États-Unis, Grande-Bretagne, de l'autre côté de la planète, Australie, etc., puisqu'ils sont liés par des espèce de tissu quand même culturel, historique qui est assez intense. Et eux reprennent volontiers à leur compte cette notion de anglosphère qui, d'ailleurs, de leur point de vue, s'est matérialisée très concrètement lorsqu'il y a eu l'affaire de l'AUKUS. Ils se sont dit, voilà, ça c'est une belle, manifestation de cette anglosphère, qui est donc
un petit peu le noyau, si vous voulez, de cet Occident collectif. Alors, on arrive à la majorité mondiale. La majorité mondiale, c'est un concept beaucoup plus récent qui est apparu en Russie au cours des 2 dernières années, dans le contexte de la guerre en Ukraine, qui a été produit par le Haut Collège d'économie à Moscou, qui est une grande université moscovite, avec un campus à Saint-Pétersbourg aussi notamment. Et c'est un des rares exemples, j'en connais pas beaucoup, de capillarité entre une production, je veux dire, académique et qui monte par capillarité dans le discours officiel russe. En Russie, le système est fait de telle sorte que quand même il y a une étanchéité entre le monde académique et des think tanks et, on va dire, les décideurs, ceux qui font la grande politique. C'est pas comme justement chez les anglo-saxons, où vous avez énormément de communication entre le monde des think tanks, la communauté des think tanks, aller à Washington. Ils passent leur temps à aller au département d'État, etc. Ils sont consultés abondamment. En Russie, vous avez des consultations, vous avez des organes où les gens ont vocation à interagir, et puis ensuite, vous avez un plafond de verre. Puis en fait, les choses se font au-dessus. Et les gens dans les think tanks sont conscients qu'il y a une certaine limitation dans la capacité à ce que leur production soit ensuite transmise au plus haut niveau de l'État, etc., pour être, comment dirais-je, mise en œuvre dans le cadre de politique. Bon. Ce concept de majorité mondiale est apparu donc depuis 2 ans, notamment à l'occasion des votes à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et là, je vous en présente un. Lorsque les Russes se sont aperçus que... Alors là, c'est le vote sur la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme par l'Assemblée générale des Nations Unies, donc en avril 2022, il y a bientôt 3 ans, suite au déclenchement de la guerre. Et alors eux s'attendaient peut-être à ce qu'il y ait une mise au pilori, vraiment un cordon sanitaire qui soit établi contre eux par la communauté internationale. Puis en fait non, il y a eu une succession de votes à l'Assemblée générale des Nations Unies qui ont montré que les choses étaient un peu moins binaires, la réalité était un petit peu moins noire et blanche. Il y a beaucoup de pays qui ont voté avec leurs pieds, là on le voit sur cet exemple-là, c'est-à-dire que vous avez plus d'une dizaine de pays, je crois que j'en ai compté 18, qui sont sortis de la salle au moment du vote parce qu'ils ne veulent pas de problème, ils sont allés boire un café, enfin les représentants sont allés boire un café, vous en avez quand même une 60aine qui s'abstiennent, 25 qui votent contre, alors c'est les... on voit bien, enfin ici il y a les suspects habituels, Syrie, évidemment Russie, Nicaragua, mais vous avez des pays comme l'Algérie, des pays également comme l'Iran aussi, le Kazakhstan, etc., qui votent contre. Et les Russes se sont dit, mais finalement, est-ce qu'on n'aurait pas là un atout en politique étrangère à fructifier, parce qu'il y a des pays qui cherchent à se distinguer de l'Occident, sachant que beaucoup de ces pays ont subi des pressions amicales avant, de la part des Occidentaux, pour voter cette résolution. Et en fait, ça a été un acte d'affirmation politique, pour certains de souveraineté, de ne pas voter ces résolutions et voire parfois de s'abstenir. Et donc, ce sont donc ces pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud qui sont, alors pour certains d'entre eux, dans une logique aussi, on a des rapports confrontationnels ou délicats avec l'Occident, mais pas que, puisqu'on voit un tas de pays qui sont en fait des bons amis de l'Occident, et des partenaires occidentaux en économie, en business, parfois même politique, mais qui ont affirmé là de devoir se distinguer sur ce cas ukrainien de la position occidentale. Alors, cette majorité mondiale, dans le discours, est volontiers opposée par les Russes à l'Occident collectif. On comprend que ce sont 2 ensembles qui, dans la construction géopolitique des Russes, coexistent et s'opposent. Et c'est un narratif que les Russes utilisent depuis pour véritablement structurer leurs relations avec les pays du Sud. En fait, si vous voulez, c'est la déclinaison russe du Sud global, qu'on entend parler de Sud global en Occident, sauf que dans la compréhension des Russes, le Sud global est une acception très très libérale, économique libérale, alors que la majorité mondiale a une connotation plus politique, d'affirmation de souveraineté à l'égard donc des Occidentaux. Sauf que la limite de ce discours-là, c'est que déjà les Russes, parallèlement à ça, développent depuis des années, j'ai pas le temps d'ailleurs de rentrer dans le détail, tout un discours sur la multipolarité. Or là, vous avez quand même dans votre discours 2 éléments polarisants, l'Occident collectif et puis la majorité mondiale, donc une forme de bipolarité quelque part, du moins dans le discours, qui coexiste avec un discours sur le polycentrisme. Et d'autre part, certains pays reprennent, en tout cas sont pas insensibles à ce discours sur la majorité mondiale, notamment en Afrique, mais pas seulement. Mais d'autres pays sont beaucoup plus prudents parce qu'ils ne veulent pas s'antagoniser les Occidentaux. Par exemple, les Indiens, dans le cadre des BRICS, on voit bien, sont très très prudents à ne pas aller trop vite sur les projets russes qui visent à se découpler, enfin en tout cas, à créer un système alternatif financier
pour échapper au dollar ou dédollariser les relations internationales. Bon, c'est un exemple. Alors ça, c'est celui que je vous montrais, et je vous montre juste celui d'hier, c'est-à-dire l'Assemblée générale des Nations Unies sur... C'est celui d'hier, ouais. Oui, non, mais si tu veux l'afficher... Ah, pardon, oui. Je ne l'avais pas mis. Ah. Voilà, ça c'était celui pour la suspension de la Russie. Désolé, j'ai l'habitude que ce soit. Donc, suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le 7 avril 2022. Donc, vous voyez quand même que voilà, c'est plus nuancé en tout cas que ce à quoi on aurait pu s'attendre il y a 3 ans, à quelques semaines après le déclenchement de la guerre en Ukraine, avec toute la vague d'indignation, d'émotion, choc, stupeur, effroi. Bon, finalement, il y a des pays qui votent de manière parfois très inattendue. Ça, c'était donc... alors, comme ça, on peut en trouver plein. Il y a plusieurs de résolutions qui ont été mises au vote à l'Assemblée générale des Nations Unies sur le sujet ukrainien. Et chaque fois, globalement, quand même, on a quelque chose qui est intéressant à observer. Et sur la troisième, celle d'hier, et je m'arrêterai là, le vote d'hier sur... pour les 3 ans du déclenchement de la guerre, ça, c'est la résolution mise au vote par les Ukrainiens avec le soutien de l'Europe. Et là, on voit des choses fantastiques. On voit que les États-Unis ont voté contre, la Russie, évidemment, a voté contre, Israël a voté contre, s'est aligné sur les Américains. La Hongrie a voté contre, cette résolution proposée par les Ukrainiens. Bon, vous voyez que, alors je ne dis pas que les Américains maintenant font partie de la majorité mondiale, c'est pas ce que je suis en train de dire. Évidemment qu'il y a un basculement, et c'est un élément de discussion d'ailleurs à introduire, de voir comment ce récit va s'adapter au nouveau contexte international qui est en train de se dérouler sous nos yeux depuis 15 jours, avec une accélération sur le dossier ukrainien. Voilà la slide de conclusion, avec quelques réflexions pour conclure ma présentation, Monsieur le Président. Merci à toi.